tous à ce programme spécial Congo Challenge Science qui va aujourd'hui recevoir le professeur Matata Ponyo Mapon. Ce n'est pas quelqu'un à présenter, vous le savez, mais bien pour les raisons protocolaires, nous allons demander à la Régie de pouvoir nous présenter réellement et effectivement notre invité de ce jour. Matata Ponyo, né le 5 juin 1964 à Kindu, en République démocratique du Congo, est spécialiste en politique budgétaire et monétaire et s'intéresse particulièrement aux questions des développements économiques, de bonne gouvernance, du climat des affaires et de mobilisation des ressources publiques. Il a obtenu une licence en économie monétaire et internationale de l'Université de Kinshasa en 1988 et un diplôme d'études approfondies DEA en économie des développements de la même université en 2016. Matata Ponyo obtient son doctorat en sciences économiques à l'Université protestante au Congo en février 2018. Il a travaillé à la Banque centrale du Congo de 1988 à 2000. En 2000, il devient conseiller du ministre des Finances. De 2001 à 2003, il participe à la conception et à l'exécution des réformes ayant permis au pays de renouer avec les institutions financières internationales, FMI, Banque mondiale. Par la suite, de 2003 à 2010, il devient directeur général du Bureau central de coordination BCECO, où il coordonne avec succès les financements des bailleurs des fonds destinés à la reconstruction de la République démocratique du Congo. Le 19 février 2010, il fit son entrée au gouvernement comme ministre des Finances et le 18 avril 2012, il est nommé Premier ministre jusqu'au 20 décembre 2016. Durant son mandat au ministère des Finances, il était le président du Caucus africain, organisation réunissant tous les ministres des Finances de l'Afrique subsaharienne, au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale, et également président du Conseil des gouverneurs de l'ACA, agence pour l'assurance du commerce en Afrique, basée à Nairobi au Kenya. En tant que Premier ministre de la RDC, il a engagé des actions courageuses dans le domaine des finances publiques et de la gestion budgétaire. L'éducation a été l'une des priorités de son gouvernement. Sa part dans le budget de l'État est passée de 1% en 1990 à 16% durant son mandat. Le professeur Matata Ponyo est auteur de plusieurs livres. Aujourd'hui, nous allons donc échanger autour du domaine scientifique pour comprendre qu'il y a quand même des gens qui réfléchissent sur l'avenir de la République démocratique du Congo, mais beaucoup plus qui pensent à la jeunesse. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'échanger avec le professeur Augustin Matata Ponyo. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour. D'entrée de jeu, nous voudrons d'abord que vous puissiez nous définir c'est quoi Congo Challenge Science. C'est une structure que nous voulons élitiste, un cadre de concertation intellectuelle avec un positionnement plutôt socio-scientifique dans le but de promouvoir l'excellence, dans le but de promouvoir la performance scientifique et académique. D'où vous est venue cette idée-là? Bon, je pense que la philosophie est la base du progrès de la science. Je l'ai toujours dit, même les mathématiques plongent les racines dans la science, dans la philosophie. Et peut-être que les gens ne le savent pas, mais je pense que la philosophie, c'est-à-dire la réflexion dans l'abstrait, constitue le fondement même de l'humanité. Même si les mathématiciens pensent le contraire, ils pensent que c'est eux qui sont au sommet de la science. Et même la polémique entre économistes qui font les mathématiques et ceux qui font sciences monétaires et autres, ils pensent qu'ils sont au-dessus. Ben, vous savez, même pour faire les mathématiques, vous devez être élevé. Les mathématiques, c'est la mise en signe de l'élévation philosophique. Les mathématiques, c'est peut-être la matérialisation de cette élévation spirituelle aussi. Donc,
La fondation, c'est la philosophie, la compréhension de l'immatériel. Tout à fait. Et nous avons le plaisir de vous annoncer que cette émission reçoit aujourd'hui le professeur Matata Pogno, mais il n'est pas seul, il est entouré d'équipes, des étudiants. Et quels étudiants? Les étudiants les plus brillants de la République démocratique du Congo, j'insiste là-dessus. Et ces étudiants viennent de partout en République démocratique du Congo. Ils viennent de Kinshasa, ils viennent de Kisangani, Lubumbashi, dans toutes les provinces. Je vous laisse donc découvrir l'arrivée de la délégation, ou mieux, de tous les étudiants qui sont venus de l'intérieur pour rejoindre la capitale Kinshasa en vue de participer à ce forum. Reportage. Je viens de l'université de Kisangani. Je viens de la province du Haut-Katanga. Je suis de l'université de Kisangani. Je viens de la province du Haut-Katanga. Je viens de l'université catholique de Bukavu. Je suis assistant deuxième mandat à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Kindu. Je viens de Kindu. Assistant de premier mandat à l'université évangélique en Afrique de Bukavu. Étudiant à l'université catholique de Bukavu. Étudiant à l'université de Kindu. À l'université de Kindu. Je suis étudiant à l'université catholique de Bukavu. Je suis M. Jean-Paul Nchassa. Je suis le coordonnateur de la première édition du Forum Congo Challenge Science. L'objectif du Forum Congo Challenge Science est de réunir une fois chaque année les étudiants les plus brillants dans le domaine des sciences économiques en République démocratique du Congo. J'ai été sélectionné comme meilleur jeune enseignant-chercheur des sciences économiques et de gestion. Nous sommes ici pour faire face aux enjeux de l'avenir. Je suis ici pour participer à un forum des étudiants les plus brillants. Ah, c'est très bien. Ce plateau très animé avec les étudiants. Ils viennent de partout en République démocratique du Congo. Mais je ne suis pas seul sur ce plateau. Et j'ai le plaisir d'inviter ici Feza Mika de B1 Congo Télévision. Sous vos applaudissements, bien sûr. Merci beaucoup. Voilà, Feza, vous avez à côté de vous, je voulais dire en face de vous, mais c'est à côté de vous. OK, parce que Congo Challenge Science se veut une plateforme de proximité, je l'espère bien. Alors, vous avez le professeur pour 4 minutes. Merci Dionit Kaninda. Merci également au professeur qui nous donne l'opportunité de participer à cette émission. D'abord, j'ai remarqué que vous n'avez pas, votre cravate rouge ne vous a pas quitté. Vous la gardez toujours. Oui. Évidemment, la constance est aussi une qualité. Cette cravate rouge, je ne la porte pas pour raisons théâtrales, mais pour plutôt des raisons philosophiques. Je disais à tous les enfants qui venaient à la primature et qui me posaient la question « Pourquoi est-ce que vous portez cette cravate rouge ?» C'est le symbole de la rigueur, le symbole de la recherche de la bonne gouvernance. Parce que quand j'étais directeur général du BCECO, je n'ai jamais porté la cravate rouge, mais lorsque on me désigne comme ministre des Finances et je veux faire les choses différemment, et j'ai décidé donc de porter un symbole qui peut nous rappeler à chaque instant la décision qu'on a prise. Effectivement, nous avons géré les finances publiques selon
un autre modèle et nous avons presque doublé les recettes de l'État en près de 3 ans. Donc voilà. Ah, la cravate rouge, je me souviens que lors du lancement des travaux du boulevard Triomphal, en ce moment, le professeur était en cravate bleue. Parce que j'étais là au reportage, il était en cravate bleue. Cette rigueur lors de votre passage dans différentes institutions. Aujourd'hui, vous lancez ou vous organisez un forum Congo Challenge Science. Vous aurez dû faire autrement pour aider ces jeunes brillants qui sont dans la salle, dans les domaines de l'économie. Pourquoi avoir choisi un forum sur les exigences de la recherche à la frontière du savoir? Oui, les bourses, on les donne aussi pour ceux qui étudient par exemple à l'Université des hautes technologies, à l'Université Mapon à Kindu. Ils ont des bourses, mais c'est aussi des bourses qui sont accordées aux meilleurs. Donc c'est toujours la recherche de la qualité. En effet, Madame la journaliste, ce que vous devez savoir, c'est que l'humanité est fondée sur l'excellence. Le progrès est fondé sur l'excellence. Les grandes nations ont bâti leur succès sur l'excellence. Les produits que vous utilisez, je vous vois lire vos questions sur base d'un téléphone, ça fait partie de l'excellence. Et donc, l'invention, le progrès, c'est toujours l'excellence. Et donc, je pense que la meilleure façon d'investir, c'est d'investir sur l'excellence, sur la qualité. Et il faut, à mon avis, cultiver l'excellence. Il ne faut pas qu'on donne l'impression que le meilleur sont mis à côté et les moins bons sont rassemblés. Les médiocres, autrement dit. Bon, c'est vous qui le dites. Moi j'ai dit les moins bons, pas qu'on donne l'impression qu'on privilégie les moins bons, alors que les grandes nations, le succès est bâti sur l'excellence. Et donc, pourquoi ne pas privilégier le meilleur? C'est un investissement dans le capital humain. Je vous ai senti très philosophique depuis le début de cette émission. Vous êtes scientifique, c'est quand même normal. Mais de manière pratique, quels sont les moyens à utiliser pour la valorisation justement de ce capital humain qui peut nous aider à arriver à ce développement, à l'excellence, à tout ce que vous avez eu à évoquer tout à l'heure? Oui, je suis de formation donc économiste, mais vous devez savoir, madame, c'est que le meilleur capital qu'une nation puisse disposer, c'est les ressources humaines. Le capital humain, c'est le meilleur capital. Il y a... pas ce potentiel pourtant. Bon, vous avez parlé du potentiel. Voilà. Donc, il faut investir sur le meilleur capital du progrès de la nation. C'est l'éducation. Regarde, aujourd'hui, nous sommes tous ici. Journalistes, caméramens, étudiants, chercheurs. Mais quel est le dénominateur commun? C'est l'éducation, n'est-ce pas? C'est ça. Nous parlons une langue qui n'est pas une langue de notre village. C'est quoi les dénominateurs communs? C'est l'éducation. Cette langue, on l'a tous apprise, n'est-ce pas? Tout à fait. Et je pense qu'il est important qu'on puisse, à chaque moment, se rappeler que si il y a un facteur le plus important dans le progrès individuel, familial, national, mondial, c'est l'éducation. Et donc, dès que vous sortez de cette filière-là, mais alors, vous êtes en train de choisir les subsidiaires, les secondaires par rapport au principal. Et quels sont justement les facteurs qui favorisent l'investissement dans la connaissance et la recherche? D'abord, il faut savoir que les domaines de l'éducation,
c'est un domaine de rentabilité à long terme. Ce n'est pas un domaine de rentabilité immédiate. Voilà pourquoi vous allez voir que dans le budget des pays en développement, les ressources affectées au budget de l'éducation sont toujours faibles comparées au volume de la production des richesses. C'est-à-dire, vous rapportez la part du budget affecté à l'éducation par rapport, par exemple, au budget de l'État, mais aussi par rapport au PIB. Mais ceci, c'est un manque d'analyse à long terme. Parce que former une personne, c'est un processus à long terme. Il y a aussi la formation quantitative qu'il faut faire avec la formation qualitative. Parce que la quantité formée qui ne recèle pas la qualité, c'est de l'investissement perdu. Mais la quantité qui regorge, la qualité, c'est de l'investissement réussi. En termes clairs, pour les parents qui nous suivent et même les étudiants qui nous suivent à la maison, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre par la quantité, qualité, qualité, quantité? C'est-à-dire, lorsque nous investissons dans l'éducation, nous devons rechercher la qualité. Si on forme un licencié en économie, il faut qu'il soit un vrai licencié en économie. Et je le dis toujours aux étudiants, le plus important, ce n'est pas les diplômes. Le plus important, c'est le contenu des diplômes. Le diplôme qui est donné par les professeurs. L'université vous donne un diplôme. Oui. En quelque sorte, professeur, la démarche que vous êtes en train de mener, est-ce qu'elle ne remet pas en cause elle-même le niveau d'éducation octroyé par nos universités? Non, ce n'est pas une remise en cause, mais c'est plutôt la mise en valeur de la crème. Voyez-vous, ce n'est pas une démarche qui est, à mon avis, exceptionnelle. Non, même dans les pays développés. Si vous lisez, si vous suivez des pays, vous allez voir que les meilleurs sont toujours collectés, rassemblés, isolés, pour en faire le fer de lance. Une discrimination positive? Bon, ben écoutez, si vous l'appelez comme ça, tant mieux. Mais ce que vous devez savoir, c'est que l'excellence est un produit d'exception. Il ne faut pas se faire des illusions. Il faut les comprendre ainsi. Quand vous êtes dans les pays développés, vous allez voir qu'on surveille les meilleurs. Les entreprises privées recrutent aussi les meilleurs. Pourquoi on recrute les meilleurs? Parce que leur niveau de productivité, leur niveau de rentabilité, leur niveau de découverte est tout à fait différent du niveau des autres. Si on veut construire une belle route, on va chercher le meilleur ingénieur, n'est-ce pas? Merci beaucoup, merci beaucoup. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. J'ai même dépassé mes 4 minutes. Ah, merci beaucoup. Je sais que vous avez 10 ans à B1, ça signifie que vous avez posé des tas de questions et vous en avez l'habitude. Merci beaucoup, Feza. Merci. Nous allons passer au deuxième intervenant dans cette émission face au professeur Matata Ponyomapon. Et il s'agit de Paty Nkeri qui a 12 ans de métier. Il a été à la RTNC, chez Télé 50 et aujourd'hui, il est à Univers Groupe Télévision. Merci Paty d'être présent sur ce plateau. Voilà, je précise, c'est 17 ans de métier. 17 ans. Ah, voilà. C'est beaucoup. Hein. J'ai en face de moi, je dois m'habituer à l'appeler maintenant professeur. Vous parlez beaucoup de science. Aujourd'hui, pour vous, c'est qui un scientifique? Bon, vous savez, la science, c'est notamment l'usage de la méthode. On dit toujours toutes choses restant égales par ailleurs. On dit toujours les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dans les mêmes conditions. Voilà. Clause ceteris paribus. Beaucoup de choses pour vous dire que les domaines de la science, c'est les domaines de l'exactitude. C'est les domaines de la rigueur. C'est-à-dire, avec des facteurs déterminés,
on est à mesure d'atteindre des résultats attendus et déterminés. C'est le domaine de l'exactitude, à l'opposé du domaine de la spéculation, domaine de l'approximatif. Et je pense, en toute réalité, lorsque vous choisissez d'aller au point B, vous n'allez pas arriver au point A. C'est la science. Comment faut-il faire en sorte que la prédiction puisse correspondre aux résultats recherchés? Et je pense que, en toute sincérité, il ne faut pas oublier non plus que le progrès est lié à la science. Lorsque Dieu créa le monde, il demanda à l'homme de le transformer. La science, elle est aussi biblique. Il ne faut pas croire que le domaine de la science fait partie de l'exotérisme. Non. J'espère que vous avez compris. Voilà. Mais quel intérêt aujourd'hui à recruter ou à détecter ces jeunes? Je me demande déjà comment vous avez fait pour les détecter à travers toutes les provinces. L'intérêt de les rassembler, cogiter ensemble pour faire ressortir quoi au finish? Rassembler les jeunes, c'est ne pas faire oublier l'essentiel. Parce que ça fait quand même du mal de voir ceux qui sont brillants laissés à côté au profit de ceux qui sont moins brillants. Il ne faut pas aussi donner l'impression que les moins bons réussissent toujours par rapport aux meilleurs. Mais sinon, par exemple, ça veut dire que, en définitive, les parents peuvent se décider de ne plus envoyer les enfants à l'école parce que à côté, il y a une famille dont les enfants étaient moins brillants et qui ont réussi. Quand vous lisez l'histoire des grandes nations, c'est l'histoire de l'usage des meilleurs des nations. C'est l'histoire de la découverte faite par les meilleurs de la nation. On ne peut pas s'attendre à inverser la courbe de la science, c'est-à-dire les moins bons produisent les meilleurs résultats. Vous les détectez, vous cogitez, vous réfléchissez, mais au finish, ce n'est pas eux qui devront, disons, mettre en application peut-être les produits de la réflexion, ce sont les gouvernants. Alors, on se dit comment est-ce que cela devrait être appliqué, les fruits justement de vos réflexions? Bon, écoutez, comment est-ce qu'on devient gouvernant? Il n'y a pas un bâton magique pour dire que... C'est la politique aujourd'hui, tout passe que par la politique, parce qu'ils font partie des regroupements politiques et finalement ils sont récompensés. Mais ici, nous n'avons pas dit que le meilleur que nous avons choisi ne feront jamais de la politique. Non. Vous ne pouvez pas quand même dire que pour tous ceux qui font de la politique n'ont pas été à l'université. Non. Parce que parmi nous ici, il y a aussi ceux qui pourront être amenés à faire la politique. Mais il ne faut pas que la politique ne puisse pas intégrer les meilleurs. La politique doit aussi intégrer les meilleurs parce que la vérité, c'est que un étudiant, un finaliste, un diplômé qui est connaisseur du domaine réfléchit autrement que celui qui ne connaît pas le domaine. Si vous êtes économiste et qu'on vous demande de combattre l'hyperinflation, si vous êtes meilleur, mais vous savez utiliser les outils nécessaires pour combattre l'inflation. Vous nous aviez parlé des agrégats et on vous a demandé est-ce que nous allons manger les agrégats. Bon, ben écoutez, et quand je suis parti, ils ont dit « Ah, on sait comment, donc on pouvait manger la macroéconomie ». Ça, c'était après. La RDC a besoin de quel type d'homme aujourd'hui pour son développement? Des gens qui maîtrisent la technologie, peut-être vous l'avez effleuré, ou les gens qui devront maîtriser l'économie, ou des hommes de droit? Parce que finalement, on se rend compte que nous apprenons, nous étudions, mais nous ne savons pas le vrai domaine pour justement développer le pays. La RDC a besoin de tout le monde.
toutes les sciences sont complémentaires. Il n'y a pas une science qui soit beaucoup plus utile que l'autre, parce que dans tous les cas, même les sciences de l'information sont utiles autant que l'économie, autant que les droits, autant que les hautes technologies. Mais vous devez savoir la transversalité de toutes ces sciences pour pouvoir pondérer à chaque moment une science par rapport à l'autre en fonction des objectifs que vous visez. Je pense, à mon avis, que le domaine aujourd'hui de la haute technologie est moins privilégié que les autres domaines, tout simplement parce que on recherche la facilité. Combien d'universités de haute technologie nous avons dans notre pays? Combien de facultés de polytechnique que nous avons dans notre pays? Les gens préfèrent les sciences empiriques que les sciences exactes. Non, non seulement ces études ne sont pas aussi faciles à réaliser. On me pose toujours la question, et vous m'avez posé ici, mais pourquoi je n'ai pas mis de faculté de sciences économiques à l'université de haute technologie? Parce que 90% des locaux sont encore inoccupés. Mais c'est en fonction, effectivement, des occupations futures. Mais vous devez savoir que tant que vous aurez un déficit en technologie, le développement sera difficile à être réalisé. Pourquoi? Parce que le développement va de pair avec l'industrialisation. L'industrialisation est une étape indispensable au développement. Et l'industrialisation va donc de pair avec la maîtrise des aspects technologiques. Et donc, si vous n'avez pas de techniciens pour pouvoir mettre en marche une usine de production d'eau, comment vous allez faire? Vous avez une industrie minière. Chaque fois qu'on doit recruter un ingénieur, il faut le prendre à l'extérieur du pays. Vous avez les entreprises de télécommunications. Chaque fois qu'on doit chercher un ingénieur électronicien, il faut le prendre à l'extérieur du pays. Mais ça fait quand même un problème. Mais tout simplement parce que dans ce domaine, les universités ne sont pas créées. Le niveau de formation n'est pas update. Non, les niveaux... Ce que vous avez tenté peut-être de faire à l'université de haute technologie, qu'on a visité, qu'on sent que c'est moderne. C'est ce qui manque peut-être, c'est ça? Non, je pense que le niveau de professeurs qui enseignent dans les facultés polytechniques est très bon et est vraiment appréciable. Mais il ne faut pas mélanger les choses. Il y a l'éducation, il y a la connaissance, mais il y a aussi la rigueur dans le suivi. J'ai toujours dit aux étudiants qu'il faut faire attention parce que vous pouvez avoir un très bon professeur, mais si la cotation n'est pas rigoureuse, ça veut dire que vous pouvez avoir un diplôme qui n'est pas à hauteur. Voyez-vous? Et là, à l'université Mapon, nous mettons effectivement un facteur très important, c'est la rigueur dans la formation. Le professeur doit terminer le nombre d'heures, l'assistant ou le chef de travaux doit terminer le nombre d'heures pratiques. Les professeurs qui viennent de Kinshasa et d'ailleurs? Et oui, bien sûr, de Kinshasa. Et pendant ce temps, vous défavorisez les étudiants qui sont à Kinshasa ou non? Comment ça se passe? Même les étudiants Parce qu'aujourd'hui, les professeurs, ils sont, permettez-moi les termes, on les appelle cumulards. Oui. Il est ici, il est là-bas et les étudiants en pâtissent. Et la formation et les résultats aussi. Les étudiants en pâtissent comment? Parce que c'est le même professeur qui enseigne ici et le même professeur qui enseigne à l'Université de haute technologie Mapon. Mais les règles de rigueur sont tout à fait différentes. Parce que si à l'Université Mapon, il faut donner 45 heures, c'est 45 heures full. Mais les étudiants sont aussi disciplinés. Si les cours commencent à 8 heures, vous n'êtes pas là, vous ne commencez pas les cours. Vous comprenez? Si vous trichez, on vous met dehors automatiquement. Savez-vous, messieurs les journalistes, qu'il y a des pays où, quand vous avez triché,
jamais vous n'exercerez une fonction publique quelconque. Si vous avez triché, il y a même des pays où, pendant que vous êtes en train de tricher, qu'on est en train de constater, la police arrive pour vous interroger. Monsieur, pourquoi vous avez triché? Est-ce que vous comprenez le bien fondé de ça? Parce que c'est de l'excellence. Si vous êtes ingénieur et que vous trichez pour un alliage dans un avion qui transporte 380 personnes et que cet avion crache parce que vous, ayant triché à l'université, vous avez échoué dans l'alliage. Vous avez compris? Tout à fait. Merci beaucoup, Patrick Kéry. Ok, la un peu chance, plus rapidement la parce chance qu'on que doit vous avancer. donnez à ces étudiants, c'est après la réflexion. Il s'est remplacé quelque part ou pas après avoir fini les études, ou c'est juste, ça va se limiter autour de cette réflexion, de ces journées de réflexion? Non, il ne faut pas avoir l'habitude des réductions des choses, parce que ça aussi, c'est un péché que nous avons ici chez nous. Nous voulons réduire des actions pour ne voir que la partie non essentielle. Deuxièmement, on a tendance à vouloir obtenir tout à court terme. Non. Si vous voyez les choses sous cet angle-là, vous allez certainement être déçus. Je pense qu'il faut savoir investir à long terme. Et les investissements à long terme sont toujours les plus porteurs. Et d'ailleurs, l'éducation elle-même, c'est un investissement à long terme. Imaginez-vous lorsqu'on vous envoie en première année primaire. Qui peut imaginer que vous deviendrez docteur? Qui peut imaginer que vous deviendrez licencié? Personne. Ici, il s'agit de pouvoir montrer aux meilleurs qui sont avec nous qu'on peut être à mesure de pouvoir de faire une association des meilleurs, de pouvoir discuter sur l'importance d'être meilleur, de pouvoir discuter sur le succès garanti d'une certaine éthique intellectuelle. Et souvent, ces choses ne sont pas partagées parce qu'on a l'impression que le succès, c'est l'immédiat. Et que quand on est à l'intérieur du pays, on ne peut pas réussir. Non, nous sommes des produits de l'intérieur. Moi, j'ai commencé mes études primaires à l'intérieur du pays, très loin d'ici d'ailleurs. Mais comment est-ce que j'ai réussi? Et j'ai expliqué à l'un de mes collaborateurs qui est dans la salle, quand il m'expliquait comment nos collègues qui sont venus de l'intérieur sont arrivés, attendus à l'aéroport, on les a mis dans un bus, Nous, quand nous sommes arrivés ici, avec une mallette venant de Bukavu, personne ne nous attendait à l'aéroport. Imaginez-vous quel âge on avait. Et quand on quitte l'intérieur, on arrive ici, on trouve énormément de gens, on a l'impression d'être comprimés. Et puis, je devais chercher un bus. À l'époque, c'était Sotras, prendre de l'aéroport d'Ndjili, de l'aéroport international d'Ndjili, s'arrêter quelque part où je devais encore prendre un autre bus, Bombay, jusqu'à l'université de Kinshasa, debout. Vous pouvez vous imaginer le stress. Merci beaucoup, professeur. Merci, Patrick Kéry, merci pour toutes ces questions. Nous allons avancer. Nous allons maintenant parler de la semaine prochaine. La semaine prochaine, Congo Challenge Science organise une activité importante dans la capitale, raison pour laquelle nous avons la présence des étudiants venant de l'intérieur du pays. Et avant d'en parler, nous allons suivre un spot publicitaire qui va justement nous mettre de l'eau dans la bouche pour comprendre c'est quoi cette activité qui s'organise la semaine prochaine. Le think tank Congo Challenge lance la première édition de Congo Challenge Science, une rencontre d'envergure nationale qui permettra désormais aux étudiants les plus brillants dans le domaine des sciences économiques d'assister chaque année à une série de séminaires sur les exigences de la recherche à la frontière du savoir.
La première édition de Congo Challenge Science aura lieu le 24 juin 2019 à Kinshasa et réunira les étudiants provenant de 11 universités différentes, à noter les universités catholiques de Bukavu et du Congo, les universités de Kindu, de Kinshasa et de Kisangani, l'université Congo et de Lubumbashi, l'université libre de Kinshasa, l'université pédagogique nationale, les universités protestantes au Congo et de Lubumbashi. Les grandes idées changent le monde. Cordial bienvenue. C'est très bien fait, très bien fait. Merci beaucoup, Juan Diaz, pour ce spot. Monsieur le professeur, l'activité que vous organisez la semaine prochaine, lundi donc, en quoi ça va consister effectivement? Congo Challenge Science vise à pouvoir insister sur le bien fondé du capital humain. Le bien fondé d'un meilleur capital humain, la qualité de l'éducation, considérée comme le meilleur facteur, j'insiste parce qu'on a tendance à l'oublier, c'est le meilleur facteur du progrès. Et vous organisez un séminaire, et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez, il y aura des ateliers, vous serez l'intervenant principal. Sur quoi vous allez échanger avec les jeunes étudiants? En fait, nous sommes en train de vouloir capitaliser les connaissances au niveau de jeunes, ceux qui ont un potentiel d'excellence, ceux qui ont cette capacité de faire reculer le mur de l'ignorance. Et la seule façon, c'était de pouvoir dénicher à travers les universités. Nous n'avons pas choisi personne. Et moi, je peux dire que je ne connais personne ici, sauf quelques meilleurs à qui j'ai donné cours. Je vois la jeune fille ici qui est très brillante. Je l'ai croisée ici. Quand vous dites brillante, ça signifie quoi? Ça veut dire qu'elle a fait preuve de beaucoup d'intelligence. Moi, je lui ai donné cours et elle était parmi les meilleurs. Bon, je n'ai pas été étonné de le voir dans les groupes, mais je ne savais pas. Elle avait quelle note, par exemple? Je ne savais pas. Non. À la fin de l'année, il avait quel pourcentage? Nous ne sommes pas Parce que ceux qui nous suivent à la maison, ils vont dire, mais c'est discriminatoire. Comment elle, c'est pas moi? Nous ne sommes pas à la fin de l'année, donc on n'est pas à mesure de savoir combien elle a eu. Mais je constate que ce choix a été quand même objectif parce que j'ai retrouvé non seulement elle, mais j'ai trouvé aussi un autre garçon ici qui sont parmi les étudiants que j'ai eus et qui sont distingués, donc qui étaient parmi les meilleurs. Donc je suppose que tous les autres que je ne connais pas non plus sont choisis parmi les meilleurs. Mais si vous étiez demandé de nous donner des critères pour un étudiant brillant selon vous, c'est un étudiant qui est comment? Quand vous donnez cours, un étudiant brillant pour vous, c'est un étudiant qui est comment? Bon, je ne pense pas qu'il y ait une définition complète, mais je pense qu'on peut essayer de donner des éléments. Vous enseignez et il y a les niveaux de réactivité. Niveau de réactivité, c'est-à-dire vous posez des questions, et vous voyez qu'il y a certains étudiants qui répondent, d'autres ne répondent pas. C'est un facteur, n'est-ce pas? Oui. Deuxièmement, vous pouvez voir l'intérêt de la participation au cours. Parce que vous savez, monsieur le journaliste, les domaines de la connaissance, ce n'est pas les domaines de la mémorisation, loin de là. La découverte, c'est le domaine de la curiosité. Imaginez-vous toutes ces lois qui ont été créées, la loi de Newton par exemple, la pesanteur, mais c'est en observant. Mais vous pouvez dire qu'avant lui, il n'y a personne qui a observé les mangues tombent, les ceci tombent. Non. Lorsque ceux qui découvrent l'ordinateur sous la version que vous avez des tablettes devant vous, mais il y avait déjà l'ordinateur dans la version un peu gigantesque. Mais le souci de toujours améliorer. L'innovation. Et c'est ça quand nous disons la recherche
c'est cette capacité à pouvoir reculer le mur de l'ignorance, de pouvoir faire avancer le terrain de la connaissance. Et moi, je pense que ce que nous voulons faire avec ces jeunes étudiants, chercheurs, c'est de leur montrer que, attention, vous êtes meilleurs, mais il ne faut pas avoir l'impression que vous êtes dans un espace où les meilleurs ne sont pas pris en considération. Voyez-vous, parce que finalement, si un meilleur est déconsidéré, peut-être que c'est un savant, peut-être que l'avenir du pays reposait sur cet individu qui finalement est délaissé et qui peut croire que la meilleure façon, c'est de faire comme tous les autres, c'est-à-dire la recherche des intérêts faciles, passer à la télévision. Quand on voit un jeune universitaire qui le premier métier, c'est de passer à la télévision, de s'inscrire dans un parti politique et de commencer à injurier les gens, imaginez-vous ça. C'est un désastre. Parce qu'on a l'impression que la définition de l'accès à la richesse, c'est la définition théâtrale. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Nous allons prendre la dernière intervenante dans cette émission. Pour la dernière question, peut-être. C'est José, elle nous vient de la radio-télévision nationale congolaise. Elle est présentatrice de journal télévisé. Elle est suivie partout en République démocratique du Congo, dans le Maniema, à Kisangani, à Kikwit, à Idiofa et à Kabeya-Kamanga. Oui, je ne serai pas long parce que nous terminons déjà. Alors, professeur Matata, en quelques mots, dans quel schéma organisationnel s'inscrit Congo Challenge Science? Le schéma organisationnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un schéma plus ou moins national. Comme vous le voyez, les étudiants viennent de l'ensemble du pays. Nous n'avons pas voulu privilégier seulement la capitale Kinshasa, qui ne représente pas la République tout entière. Ça, c'est un schéma national qui vise à pouvoir montrer que les meilleurs ne sont pas seulement dans la capitale. Ça, c'est d'un. De deux, il faut absolument donner l'opportunité à chaque personne qui est meilleure, où qu'il soit, de se sentir valorisé, quel que soit le niveau de famille d'où l'on vient. Moi, je suis venu d'une famille très modeste. Et je n'ai pas honte de le dire. Mais l'importance, c'est que les parents ont privilégié un des facteurs les plus importants qui est l'éducation. Vous savez, souvent quand on est des familles modestes, on peut avoir l'impression qu'on est limité. Mais lorsqu'on vous fait comprendre que, quel que soit votre niveau familial, vous pouvez devenir meilleur. Vous pouvez atteindre le niveau le plus élevé possible avec un facteur magique qui est l'éducation. Et ça, c'est très important. Le schéma aussi, pour terminer, c'est les schémas de l'efficacité. C'est les schémas de l'efficience. Parce que ceux qui sont meilleurs sont à mesure, effectivement, d'améliorer l'efficacité, l'efficience, la productivité et les rendements. Professeur Matata Pogno, de forum abordant de grandes questions d'actualité, l'économie, le développement et tout, ça n'a pas manqué dans notre pays ces dernières années. Et ce que j'aimerais savoir, c'est quelle sera la ligne de démarcation ou encore mieux la particularité de Congo Challenge Science. Congo Challenge Science, c'est une démarche objective. C'est une démarche indolore. C'est une démarche qui est fédératrice. Et je pense que le fait d'ailleurs qu'il n'y a pas de critères spatiaux, il n'y a pas de critères nominatifs, ceci démontre que c'est une entreprise objective, qualitative et donc productive à long terme. Voilà la particularité des Congo Challenge Science. Et puis, ça se déconnecte des autres démarches parce que c'est immatériel
dans l'immédiat, c'est abstrait dans l'immédiat, mais c'est plutôt producteur, c'est plutôt palpable dans le long et moyen terme. Nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Merci beaucoup, José. Merci beaucoup pour votre participation. Monsieur le professeur, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous parler des principes de ce forum ou de Congo Challenge Science? Parce que quand le commun des mortels voit un professeur à la trempe de Matata Ponyo réunir les jeunes, chacun a son interprétation. Est-ce qu'il y a... Quel est le principe qui fonde cette plateforme? Le principe, à mon avis, c'est d'abord la scientificité de la démarche. La scientificité de la démarche, le même cause produisant les mêmes effets. Cette démarche, comme on l'a dit, vise à planter le meilleur graine possible. Parce que quel est le but de la vie sur Terre? C'est, comme Dieu l'a dit, de transformer le monde. Messieurs les journalistes, imaginez-vous que les États-Unis aussi étaient la brousse, les forêts, les déserts. Avez-vous appris qu'il y a une partie du monde que Dieu a créée avec des buildings? Pas du tout. Deuxièmement, pouvez-vous imaginer que Dieu créa l'homme avec le même type de cerveau, le même type de potentiel d'intelligence? Vous aimez bien le cerveau. Mais justement, le cerveau, c'est ça, la base du progrès. C'est le moteur même de la création. Mais est-ce qu'il y a un engagement quand ils viennent là? Ici, il y a un engagement. Est-ce qu'il y a une adhésion obligatoire? Non, bien au contraire. C'est justement la spécificité de cette démarche, parce que moi, je vous dis que je viens de le voir ici pour la première fois. Et la démarche, elle était objective parce qu'on a demandé à chaque institution universitaire de nous désigner les meilleurs. OK. Bon, évidemment, dans les prochaines démarches, les prochaines versions, nous allons un peu structuraliser le processus de sélection. Oui, parce que là, c'est la première édition. Oui, ça, c'est la première expérimentale. édition. Oui. Mais sinon, rassurez-vous, c'est une démarche qui se veut élitiste, mais qui se veut essentiellement nationale. Il s'agit ici de pouvoir planter les réseaux des meilleurs, ceux qui sont en mesure de transformer non seulement ce pays, mais le monde. Alors comment ça va se passer? Vous avez ce réseau-là, enfin le groupe que vous avez constitué de cette première édition. Vous allez cheminer avec, pour les éditions qui suivent, où ils arrivent, vous leur donnez la matière, vous faites l'expérience, enfin le partage d'expérience, ils partent, vous prenez une deuxième édition, un autre groupe, ou comment ça se passe concrètement? Il ne s'agit pas d'un partage d'expérience cachée, ou de partage des connaissances ésotériques. Non, il s'agit ici de rappeler les fondements de la science. Il s'agit ici de partager l'intérêt que nous avons de pouvoir bâtir le progrès sur ce qui est considéré comme l'évidence. Vous comprenez? Et lorsqu'on partage les évidences, les réseaux demeurent. Ceux qui sont meilleurs et qui seront choisis demain encore comme meilleurs, mais se retrouveront pour la deuxième édition. Mais là, nous aurons certainement un autre sujet, mais toujours avec la même densité, avec le même sujet, c'est de pouvoir travailler, réfléchir comment faire profiter à la nation cette science. Le seul message que nous pouvons leur transmettre, c'est de travailler pour être meilleurs. C'est de se battre pour être meilleur. Et que dans tous les cas, les étudiants doivent savoir que le domaine du meilleur, c'est le domaine de l'exception. Parce que si tout le monde était meilleur, le terme meilleur n'existerait même pas. Et donc, si les étudiants veulent aussi participer à ce deuxième forum, à cette deuxième édition élitiste, ils n'ont qu'à travailler pour être meilleurs. Et ce que je peux dire au-delà, c'est que les réseaux de meilleurs, c'est un réseau qui réussit toujours. Parce que les meilleurs ont la facilité et la faculté de trouver des solutions aux problèmes posés. Et que dans tous les cas, les meilleurs
on les cherche toujours parce que vous pouvez chercher les moins bons, vous pouvez chercher les médiocres, mais lorsque vous êtes dans l'obligation de réussir, vous cherchez les meilleurs. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Vous avez suivi ce programme spécial Congo Challenge Science qui organise une très grande activité à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, dès la semaine prochaine. Et vous allez suivre pas à pas le déroulement de cette activité pour pouvoir aider la République démocratique du Congo à constituer cette classe élitiste pour pouvoir développer le pays. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout. Merci aux intervenants Patinkeri, Feza, José. Merci à Univers Groupe Télévision qui nous a aidés à enregistrer cette émission pour vous la faire parvenir dans les meilleures conditions. Merci et à la prochaine.